écoutez messieurs. solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. that I will faithfully execute the office of President of the United States. Au seuil de l'histoire, avant, comme on dit, l'invention de l'écriture, on aurait inventé les rêves. C'est-à-dire, on aurait commencé à manier les hommes auraient commencé dans des lieux particuliers à manier des images, à manier des restes visibles et à inverser la proportion de la lumière. Brusquement, non seulement le soleil n'éclaire plus ces images, mais c'est l'homme qui les éclaire, en portant une lumière qui est plus petite que lui. Pour la première fois dans l'humanité, c'est ça qui se produit. Enfin, l'homme est le porteur de la lumière et de la fragilité de la lumière. Enfin, c'est avec ça qui va au fond de la nuit, après tout, enfin, dessiner et commencer à penser quelque chose, ou nous donner simplement le reste énigmatique, enfin, de ce qui était son jeu, sa pensée, son souci et son plaisir. Ils ne se sont pas représentés entièrement.
ils se sont représentés par parties de corps, mains, traces de pieds dans la glaise, sexe, visage déformé. C'est-à-dire, c'est une appréhension du corps qui est en quelque sorte écartelé dans l'espace. Dans un espace pour lequel les proportions n'existent plus. Bon. Dans lequel il n'y a aucun élément constant, en quelque sorte, qui donne une échelle. Hein? Bon. Puisqu'en effet, rien n'est construit dans cet espace. C'est le caprice de la nature, enfin, c'est la perforation, enfin, des montagnes par l'eau, enfin, qui a dessiné l'intérieur de l'animal terrestre, en quelque sorte, bon, qui a donné à cet intérieur des étrécissements, des enflements d'outre comme ça, des choses de ce type-là. Bon. Et pour la majorité des cas, le corps humain est saisi, mais en quelque sorte dans une position réelle, qui est la position du rêveur, qui ne se voit jamais entièrement, qui ne se voit pas. C'est une chose à quoi on pense pas beaucoup, ça. Enfin, c'est une chose dont on ne trouve jamais le témoignage dans les analyses de rêves, dans les récits de rêves, dans la science des rêves, pour ainsi dire. Enfin, où on fait comme si celui qui raconte son rêve était sur la scène du rêve, tout entier visible. Ce qui est extraordinaire, c'est que si on porte attention à une chose très précise, qui est peut-être la spécificité du rêve, n'est pas seulement le montage, un type de montage narratif très particulier, c'est une matière. C'est une matière d'une extrême fragilité qui ne vit en quelque sorte que par la force de la lumière que projette celui qui avance dans cette matière jusque-là non arpentée, c'est-à-dire non éclairée et non creusée par des figures, etc. Bon, alors, bien sûr, celui qui rêve, c'est-à-dire qui fait agir des figures dans ses rêves, agit pour partie par délégation de lui-même. Bon. Mais pas seulement. Il est le témoin perpétuel, enfin, du monde qu'il est en train de créer. Bon. Il n'est pas soustrait à ce monde. Il en est l'ouverture, très exactement. Il en est cette ouverture-là. Il ne voit pas sa tête, il ne voit pas son dos, il ne voit pas l'arrière de son crâne, il est ce mouvement-là.
la vérité de mon corps n'est pas ce que me renvoie le miroir. La vérité de mon corps, c'est ça. C'est cette protubérance de chair qui est mon visage. C'est cette motricité qui me décolle d'une surface en deçà de laquelle il y a un monde inconnu. Alors, c'est au fond le pouvoir d'ouverture du monde d'un monde qui n'est fait que de son et de lumière, au fond, c'est ça, et qui est très frappant dans cette matière explorée de façon privilégiée dans le rêve. Mais jusqu'à un certain point, dans les espaces préhistoriques aussi, puisque c'est un monde qui n'est plus soumis aux caprices du climat, du vent soufflant, de la fatalité en quelque sorte, enfin liée à la loi de la nature. Alors, c'est tout simplement le début de la loi de l'homme qui commence comme ça, au fond. Et qui commence par ce fait complètement paradoxal, au fond, que celui qui pense n'a pas d'image de lui-même entièrement constituée. Il a une image de lui qui est très exactement écartelée. Le Gréco me donne très fortement, m'a redonné très fortement l'expérience du corps propre, précisément. Enfin, l'expérience du corps propre saisie sans miroir et dans un type disons dans un type d'alternance à la lumière, enfin d'alternance à la lumière qui sourd des figures elles-mêmes, au fond. Enfin, il n'y a à peu près aucun cas, enfin, d'éclairage, enfin, des figures par une source chez le Gréco. Enfin, c'est ça qui me semble très important, et c'est pour ça que j'en ai profité, en quelque sorte, pour faire de lui, quoi, un lien, tout simplement, entre cette espèce d'obsession du monde perdu, enfin, dans lequel on plonge toutes les nuits, enfin, par nécessité inéluctable, enfin, non pas tellement de retourner aux enfers, mais enfin d'explorer cette nuit que nous sommes, enfin, tout simplement, je crois. C'est-à-dire d'explorer notre possible amoureux, relationnel, notre possible d'action sans violence, en quelque sorte, notre possible le monde dans lequel la pensée serait une action. Voilà, enfin, c'est ça aussi le rêve. Hein. Bon. C'est pas la réalisation du désir, c'est que la pensée est une action qui transforme les corps. Bon. C'est
dire, c'est la préhistoire, enfin, de tout sujet qui est là. Enfin, bon. Et c'est ce qui m'a frappé, intéressé, séduit ou bouleversé, peu importe, dans le Gréco, c'est que c'est ça qui était représenté au-delà des figures de commande, au-delà de tout ça. Ce n'est pas un monde de la réalité déformé optiquement. Enfin, c'est un monde du corps propre. Enfin, c'est un monde du sujet, si l'on veut. Enfin, dans lequel la loi des autres n'est pas encore venue faire la proportion et n'est pas encore venue établir des distances égales entre les sujets, enfin, voilà, entre les vivants, entre les maîtres et les domestiques, entre les vainqueurs et les vaincus. La vérité, là, qui agit dans ce Gréco, dans ces figures du Gréco, est du même ordre, enfin, pour moi, hein, est du même ordre que la vérité absolument non explorée, non théorisée, non formulée de ce qui se passe dans l'exploration nocturne. Bon, toutes les explorations nocturnes, je veux dire, tant des grottes que des rêves, enfin, il s'agit de la même chose. Bon. Alors, et donc moi j'ai utilisé j'ai pris appui tout simplement sur ce Gréco qui me donnait un monde déjà ouvert de cette façon-là, et un monde que je reconnais, dont je reconnaissais les figures à leur allure et pas simplement à leurs traits. Voilà. Cette allure m'était déjà familière. J'avais déjà été là, la nuit, dans mon enfance, parce que certains portraits, enfin, que j'avais vus très souvent quand j'étais petit, avaient laissé des traces, enfin, dans les tableaux du Gréco, dans cet ordre-là, dans ce type de chronologie-là, très exactement. Et parce que cette peinture, après tout, ne présentait pas du tout pour moi l'intérêt de préfigurer Cézanne, enfin, de préfigurer les baigneuses de Cézanne, enfin, c'était pas ça du tout. Ça représentait quelque chose du possible de ce que j'avais vécu, sans pouvoir l'agir. Bon, de ce que j'avais réellement vécu pendant des années, par des répétitions ou des variations de rêve, dans le désir très inavoué, informulé pendant très longtemps, de voir revenir des personnages de mon passé. Voilà. Et au fond, c'est cette fois-ci le Gréco qui les a pris par la main, enfin, ou qui m'a pris par la main pour me conduire jusqu'au moment où j'ai pu commencer à les nommer, hein, à les écrire et vraisemblablement, comme je croyais, à éponger une partie de mon retard de mémoire, enfin de mon retard onirique ou de mon retard de subjectivité
de mon retard sur le réel, du retard de ma subjectivité sur le réel, très précisément. C'est aussi la fonction de beaucoup d'images qu'on aime et qu'on choisit. On ne sait pas exactement pourquoi. Enfin, c'est que ce sont des éponges, quoi, tout simplement, qui nous permettent de reniveler en quelque sorte, enfin, cette énorme différence, enfin, ce grand hiatus, enfin, qu'il y a entre l'aspiration nocturne à cette nuit dans laquelle on réaménage un peu les scénarios, les figures, enfin, les vivants, les morts, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime plus, enfin, etc. Bon. Et puis l'obligation quotidienne, disons, d'agir autrement, enfin, et d'être dans un monde qui n'est pas composé de figures du tout. Il n'est pas du tout composé de figures, qui n'est pas composé de distance non plus, enfin, qui est composé d'actes qui doivent être à peu près tous transitifs, enfin, c'est-à-dire modificateurs de relations. Voilà. Alors, je suis pas complet, mais enfin, sur ta question de la réalité, ben, au fond, voilà, ben, je peux répondre que très partiellement par rapport à un souci d'écrivain, un souci de curiosité qui est autre chose qu'un souci d'écrivain, qui est plus fondamental, et par rapport à c'est ce qu'on fait toute notre vie, enfin, par rapport à une première question qu'on s'est posée à l'orée de notre histoire et qu'on passe notre vie à essayer de résoudre ou de reformuler d'abord plus exactement. Ça, c'est le début du travail, et ensuite plus complètement.
L'hégémonie, vous le savez, c'est le livret au mépris public. Mais qu'appelait-on l'hégémonie? Pouvez-vous me donner l'explication? Qu'est-ce que c'était l'hégémonie? Hégémonie, bien sûr, vous connaissez. Oui, c'est bien hégémonie. Pourquoi cette expression? Vous pouvez parler dans le micro. Faites-moi plusieurs réponses. C'est de se consulter. Expression connectée. C'est rapide, vous.